Dans cette présentation vidéo, nous allons voir comment on met en place des scripts batch très simples et très efficaces qui prennent appui sur un contrôleur de domaine Active Directory. Et donc le but, c'est que des postes clients puissent dérouler des scripts en fonction d'utilisateurs. Donc on va faire quelque chose d'assez simple qui ensuite pourra être extrapolé et appliqué dans différents contextes. Donc c'est simplement pour découvrir la base du mode opératoire, les bonnes pratiques et ensuite comment on peut évoluer. Alors pour la démonstration ici, je vais utiliser un contrôleur de domaine qui est donc un serveur Windows 2012 qui est à la fois serveur DHCP et donc capable de partager des données, bien entendu. Mais je vais utiliser un deuxième serveur également, peut-être pour mettre des scripts ou me servir en fait de ce deuxième serveur comme serveur de fichiers. Donc le deuxième serveur est un Windows 2008 R2 en mode serveur membre. Il n'est pas contrôleur de domaine, donc il apparaît ici. Et j'ai également un poste de travail Windows 7 qui est intégré au domaine qui apparaît ici. Pour les opérations ici, on va créer quelques comptes utilisateurs. Alors on va faire déjà peut-être une unité d'organisation très simple qu'on peut appeler tech par exemple. Et dans cette unité d'organisation, je vais créer un utilisateur qu'on va appeler Bob. Et cet utilisateur, en fait, après je vais le répliquer. Voilà, quelque chose de très simple. Alors pour cet exercice, je ne vais pas mettre en service redirection de dossier ou profil utilisateur, donc tout se fait sur le serveur. Simplement, ce qu'on cherche à illustrer, c'est l'affectation d'un script batch et comment démarrer avec ça, comment ça fonctionne globalement. Ensuite, on verra la bonne pratique, enfin les bonnes pratiques essentielles à connaître pour pas faire n'importe comment les choses et pas faire n'importe quoi. Alors voilà, on a un premier utilisateur qui est créé, on va en créer un deuxième, juste pour pouvoir en fait distinguer deux cas de figure. Alors le but ici n'est pas forcément de lier ces utilisateurs à quelque chose de précis, mais simplement d'avoir deux individus distincts. Voilà. Je me suis trompé dans les mots de passe, on recommence. Voilà. Donc on a nos deux utilisateurs. Pour l'instant, on va mettre de côté ces deux utilisateurs. Alors, j'expliquais tout à l'heure qu'on avait une station de travail. Voilà. On a également un serveur que voici. Donc ce serveur ici, il est non contrôleur domaine. C'est donc une machine qui est membre du domaine netsystem.local. Netsystem.local, c'est le nom de mon domaine. Et donc cette machine s'appelle SRV 2008. Elle doit donc pouvoir ouvrir une session en tant qu'administrateur sur le domaine netsystem.local. Donc vous voyez ici, je vais préciser que je veux ouvrir une session sur le domaine. Voilà, donc ça fonctionne. Pour l'instant, on ne va pas ouvrir de session avec un compte utilisateur Bob Wallis. On va garder ça pour plus tard. Voilà, donc le serveur, la session est ouverte. Alors ce serveur, en fait, il est vraiment très simplement configuré. Il a une adresse IP qui est obtenue dynamiquement. Et le serveur DHCP, je vous le rappelle, en fait, c'est le Windows 2008. Donc lui, il a une IP qui ne m'intéresse pas forcément nécessairement de la connaître, mais ce qui m'intéresse, c'est de connaître son nom, puisque lui, il va jouer un rôle clé. Donc son nom, c'est ça, SRV 2008. SRV-2008. Voilà, donc alors, au niveau des rôles, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est que, bon, il est
serveur DNS, enfin ça n'a pas d'importance. Il sert pas à autre chose peut-être qu'à partager des données, tout à l'heure on verra, et rien d'autre réellement. Donc, alors, sur ce serveur, pour faire nos opérations de test, je vais créer deux répertoires. Alors par exemple, on pourrait appeler ça répertoire données. Et dans le répertoire données, on va créer un dossier Bob, un dossier Alice. Voilà. On va aussi créer peut-être un répertoire commun qu'on va appeler commun. Voilà, parfait. Le répertoire Bob, répertoire Alice, on va les dédier aux utilisateurs. Donc sur le répertoire Alice, je vais aller sélectionner l'utilisateur Alice et lui octroyer tous les pouvoirs. Et je vais enlever tout le reste. Alors je ne peux pas enlever pour l'instant le répertoire, mais voilà. Donc là on ne peut pas enlever en fait autre chose au niveau de la sécurité, puisque le répertoire Alice hérite des permissions des dossiers parents. Donc il faut que je casse l'héritage si je veux pouvoir supprimer les comptes ici. Alors c'est pas bien grave pour l'instant. Ce qu'on peut peut-être faire quand même néanmoins au niveau des utilisateurs. Alors c'est pas très grave parce que on s'aperçoit que les utilisateurs ici qui sont concernés sont uniquement les utilisateurs de la machine locale SRV 2008. Il n'y a pas les utilisateurs du domaine. Donc en tant qu'utilisateur du domaine, il n'y a que Alice qui est autorisé, donc ça me convient. Je vais faire pareil pour Bob. Bob, en fait, on va lui donner comme sécurité la permission d'accéder à son dossier en contrôle total. Voilà. Et le répertoire commun, au niveau de la sécurité, on va ajouter tous les utilisateurs du domaine. Donc, utilisateurs du domaine, et on va leur octroyer tous les pouvoirs dedans. Cliquez OK. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, sur le dossier parent qui s'appelle donc données, on retrouve donc Alice, Bob et commun, et sur dossier parent données, on va le partager et on va donner un contrôle total pour tout le monde. Donc, tout le monde voit ce dossier et peut accéder à son contenu. Alors c'est un peu délicat parce que si je fais comme ça, c'est pour faire simple, parce que là, quelqu'un qui serait sur la machine locale pourrait donc détruire le dossier commun, par exemple, puisqu'il est accessible en écriture à tout le monde, il pourrait donc le détruire totalement ce dossier, c'est pas très prudent. Mais c'est pour simplifier ma démonstration. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on voit qu'il est possible d'accéder à ces données. On va tout de suite vérifier que c'est le cas, pour voir si on peut faire une connexion directe ici. Et effectivement, ça fonctionne. Voilà, alors, ça fonctionne pour l'instant. On va quitter tout ça. On va retourner donc sur le serveur, donc numéro 1, ici. Et alors, on va faire plusieurs tests. On va affecter à Bob et Alice un script que nous n'avons pas encore créé. Mais c'est pas gênant. On peut déjà affecter un script. Alors, dans script d'ouverture de session, ici, qu'on trouve dans la rubrique profil, je vais pouvoir indiquer ici le nom du script. Soit je fais comme ça, ou soit je le fais individuellement par utilisateur. C'est un tout petit peu différent au niveau de l'aspect, mais c'est pareil.
Donc comme j'ai plusieurs fois à faire la même chose, je préfère le faire globalement ici, en choisissant comme ça mes deux utilisateurs. Donc le script d'ouverture de session, on va l'appeler, je sais pas, on n'a qu'à l'appeler logon.bat, BAT. Et alors ce script par défaut est censé se trouver dans le dossier netlogon, mais ce n'est pas un dossier, c'est un partage. Donc le partage netlogon, il faut déterminer où il se trouve. Alors, depuis que Microsoft utilise ce partage, il est habituel qu'il soit toujours au même endroit, mais on va essayer de le trouver. Je vais vous le montrer. Donc, si on regarde les dossiers partagés en passant par la gestion de l'ordinateur, on cherche dans les partages le dossier netlogon et on examine, le chemin dans lequel il se trouve. En fait, vous allez voir, c'est très simple. Il se trouve dans Windows, 6 vol écrit en majuscule, ensuite 6 vol écrit en minuscule, ensuite le nom du domaine concerné et script. Donc netlogon, c'est ce dossier-là. Si je veux que mon script, qui s'appelle script.bat, ici qui est donc spécifié au niveau de mes utilisateurs, si je veux que ce script, donc qui s'appelle logon.bat, pardon, si on veut que ce script se déroule, il faut que je le mette dans netlogon. Alors c'est ce qu'on va faire. On va aller donc au niveau du dossier netlogon. On peut y aller donc soit par là, soit par le réseau. Donc je vous rappelle qu'il est dans Windows. Ensuite on cherche un dossier 6 vol écrit en majuscule, à l'intérieur duquel on va aller dans 6 vol écrit en minuscule, à l'intérieur duquel on doit trouver le nom du domaine, et à l'intérieur duquel on doit trouver script. Voilà l'endroit qui pour l'instant est vide, dans lequel on va mettre notre script. Un script, c'est un fichier de commande dont l'extension est soit BAT, soit CMD. CMD, c'est l'évocation de commande, et BAT, c'est l'évocation de batch. Batch, ça veut dire en fait une commande pour une ligne. Donc, on a le choix, mais moi je vais partir sur le fichier au format BAT qui est le plus courant, le plus commun. Donc on va créer un nouveau document texte et on va l'appeler logon.bat. Et alors en faisant ça, on fait une erreur parce que en même temps on n'a pas le choix, mais on fait une erreur en faisant comme ça parce que si on commence à créer le fichier ici, il va l'appeler logon.bat et il va lui affubler l'extension de type texte. Alors ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité ce fichier ne s'appelle pas logon.bat mais logon.bat.txt. Donc c'est un petit peu embêtant parce que on va avoir en fait une double extension et il ne sera pas interprété, mais vous allez voir que c'est absolument pas gênant. Il suffit tout de suite de cliquer droit dessus, de modifier, et quand on sera prêt à l'enregistrer, alors peut-être on peut le faire tout de suite, au lieu de choisir enregistrer, on va choisir enregistrer sous, et ce qui nous permettra de retirer ici, vous voyez le type, de retirer, de mettre tous les fichiers. Et à ce moment-là, on va mettre entre guillemets le fichier, comme ça il ne peut rien rajouter. Il ne peut prendre que ce qui est entre les guillemets. Donc il ne peut pas rajouter le .txt. Du coup il va créer un nouveau fichier qui s'appellera logon.bat et celui-ci on pourra l'enlever. Regardez, il s'est semble-t-il rien passé. Je vais quitter. Regardez bien, il y a un fichier qui s'appelle logon et il s'agit d'un fichier de commande. Si on regarde ici, on peut voir fichier de commande Windows. Celui-ci donc, je peux désormais le supprimer. Voilà mon fichier. Au passage, vous voyez qu'il a un icône qui est un peu particulier, c'est un double engrenage ici, ça veut dire que ce sont des commandes. On va l'ouvrir par modifier, et dedans on va écrire nos instructions.
Alors on va expliquer certaines avant de le faire. Ouais, je vais faire quelques essais comme ça. Alors, ici, retour sur le serveur 2008 pour qu'on comprenne bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'indiquer un chemin réseau qui pointe vers mon serveur 2008. Dans mon serveur 2008, je vous rappelle qu'il y a données, tel que c'est écrit comme ça, à l'intérieur duquel il y a Alice, Bob et commun. Donc données. Donc ici, données. Hop. Donc, et on va mettre le commun ici. Alors, on peut l'appeler Z, ça sera plus logique. Voilà. Et la ligne suivante, voilà ce que je vais mettre. Alors je vais d'abord enregistrer mon fichier et maintenant je vais expliquer. Donc première ligne, echo off. Alors echo off, petite démonstration rapide en mode commande. Si je fais quelque chose, si je mets echo off, dans un fichier script, je ne vois plus ce que je tape. Vous voyez, en fait, on ne voit plus rien. Écran noir. Donc ça libère l'écran de ce qu'on tape au moment où on tape. On ne voit que le résultat de la commande, mais on ne voit plus la commande elle-même. Je vais écrire echo on et on va rétablir la situation. On peut voir le prompt réapparaître. Donc je le refais une deuxième fois. Dès que je fais rentrer, j'ai l'impression que je suis sur un écran noir. Tout fonctionne, hein, les commandes fonctionnent, mais j'ai vraiment l'impression que je suis sur un écran noir. En remettant echo on, j'affiche le retour de mon système par le prompt. Donc c'est cette ligne-là que j'ai utilisée ici. C'est cette petite astuce que j'ai utilisée ici. Alors maintenant on voit aussi que j'ai mis un arrobase echo off. Alors là, l'arrobase ça n'a pas fonctionné. On va pas voir en fait la différence ici. Ça refait un echo off, mais ce qui se passe, la différence, c'est qu'en réalité, dans un script, comme cette commande va être tapée automatiquement par le système, la commande elle-même serait visible si je ne la précède pas d'un arrobase. Donc ça veut dire que la commande s'applique également à elle-même. Donc c'est une petite astuce pour améliorer encore la qualité de l'affichage qui va être un écran noir systématique dès le démarrage du script. On ne verra même pas l'instruction echo off s'afficher. Si je ne mets pas l'arrobase, on risque de voir s'afficher brièvement l'instruction echo off sous forme d'une petite ligne. Voilà. Alors, maintenant, CLS, ça veut dire effacer l'écran, clear screen. Alors, par exemple, si mon écran est plein de choses comme ça, si je fais CLS, il s'affiche en haut. Et donc, combiné avec le echo off, si j'ai plein de trucs dans mon écran comme ça et que je fais un CLS, ça me nettoie et on comprend tout de suite l'intérêt. Donc, je mets mon CLS pour effacer mon écran éventuel de ces parasites. Et là, les choses intéressantes commencent maintenant. NetUse Z2. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais taper cette ligne ici. Quand je fais cette ligne-là, on voit que la commande s'est terminée correctement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que net, ça veut dire réseau, use, ça veut dire affectation, utilisation. Z2, il s'agit d'une lettre, de lecteur. Donc, j'affecte une lettre réseau à un chemin qui doit correspondre à un partage. Donc ici, si vous êtes observateur, vous constatez qu'il s'agit d'un chemin UNC qui correspond bien à un partage réseau.
Donc en tapant ça, j'ai affecté la lettre Z de mon ordinateur ici au chemin réseau qui s'appelle le dossier commun partagé dans les données de la machine srv2008.netsystem.local. Pour le vérifier, plusieurs possibilités. Soit regarder au niveau de l'ordinateur si un emplacement réseau apparaît, et il doit porter la lettre Z. On peut le voir ici dans la petite étiquette. Ou bien, en mode commande, il suffit de taper Z deux points et ça doit fonctionner et répondre. Voilà, on se retrouve sur Z. Donc cette option-là va donc affecter au répertoire commun qui se trouve dans le dossier partagé données la lettre Z de mon ordinateur. À ce stade-là, j'ai fait un call %username.bat. Alors, le %username, c'est un mot qui est retourné ici. Et vous voyez, ce qu'il a retourné, c'est administrateur. Mais donc, si ça retourne l'administrateur, ça veut dire que ça retourne le nom de l'utilisateur connecté. Et évidemment, il met un message erreur, parce que le fait de taper un nom d'utilisateur, pour lui, ça veut rien dire de précis comme commande, il met donc une erreur. Mais en invoquant la variable, alors par exemple, en faisant un echo %username %, ben, il me retourne la valeur. Et ça va me permettre non pas de faire un écho, parce que ça ne m'intéresse pas, mais d'appeler un fichier qui s'appellerait administrateur.bat en l'occurrence ici. Administrateur.bat. Et un .bat, nous le savons, c'est un fichier qui permet donc de faire du script, un fichier batch. Alors l'idée de cette petite astuce ici est que à la suite de ces trois instructions, une fois qu'elles seront réalisées, ce script global va tenter de faire appel à un deuxième fichier dont le nom serait le nom de l'utilisateur courant, .bat. Et dans ce deuxième fichier, je pourrais personnaliser ce fichier en fonction des besoins d'un utilisateur. Je vais créer un fichier à son nom et je mettrai dans ce fichier les instructions qui le concernent lui et lui seul. Comme ça, grâce à cette astuce, ce fichier est appelé systématiquement. S'il contient des instructions, elles se déroulent. S'il ne contient rien, elles ne se déroulent pas. S'il n'existe pas, il ne se passe rien, il n'y a pas de message d'erreur. Ça me permet d'avoir un script dédié par utilisateur. Quand j'en ai besoin, je le fais évoluer. Quand je n'en ai plus besoin, je le supprime. Quand j'en ai définitivement plus besoin, je le supprime. Si j'en ai plus besoin temporairement, je le vide. Mais je ne toucherai plus à ce script de base. Je n'aurai plus à revenir sur ce script qui s'appliquera globalement à tout le monde. Alors on va faire une expérience tout à l'heure. Pour l'instant, rappelez-vous que ce script ne fait que ça. On va enregistrer ce fichier. On va quitter. On va quand même vérifier qu'il se trouve bien dans le dossier sysvol netsystem script. Il est là. On retourne vérifier au niveau des utilisateurs que nous avons créés tout à l'heure qu'il est bien affecté. Il doit s'appeler logon.bat, il me semble. Donc on va retourner voir ici si on n'a pas fait de bêtises. Donc c'est le cas ici, y compris pour Bob. Logon.bat est bien spécifié. On va donc maintenant aller sur un poste client et on va essayer de se connecter. Alors sur le poste client, ici on va essayer de se connecter en Bob dans le domaine netsystem. Le mot de passe. Alors cette ouverture de session va être un peu lente parce que c'est la première fois qu'elle est réalisée sur ce poste, du coup ça prend du temps. Puisqu'en fait il y a la création du profil, mais c'est pas dû au script du tout. Alors, a priori,
la session est ouverte, il ne s'est rien passé de particulier visuellement parlant, je dirais. Maintenant, on va essayer de voir s'il existe une lettre Z qui pointe vers le dossier commun. Et comme on peut le voir ici, elle est là. Donc le script a bien réalisé l'affectation du lecteur réseau. Ici, comme on peut le voir. Alors maintenant, on va fermer la session. On va retourner sur le serveur. Et on va donc créer un script spécifique pour notre ami Bob. Donc ici, je crée un script spécifique pour notre ami Bob que je vais appeler bob.bat. Alors on peut tenter de tenter en fait d'enregistrer le fichier Bob tout de suite comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien le faire plus tard, mais il ne faut pas oublier de le faire. Moi je préfère le faire tout de suite pour être certain que bob.bat alors il ne faut pas oublier les petits guillemets, soit créé et que ce soit bien un script. Je vous remontre à nouveau, le fichier bob.bat est là, celui-ci je peux donc m'en débarrasser. Le fichier bob.bat, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Alors ce que je vais mettre dedans, c'est un native h de point, h comme home, comme la maison, srv-2008 anti-slash, alors srv-2008 .netsystem .local, si je veux être précis, c'est toujours préférable, mais ça aurait très bien fonctionné sans. Anti-slash données, on n'avait pas mis d'accent, anti-slash bob. Faire attention de ne pas faire de faute de frappe, anti-slash bob. Donc cette commande là, tout simplement, va affecter un nouveau lecteur réseau à Bob et dans son dossier perso ici. On va ensuite enregistrer et on va se connecter en Bob tout de suite. Donc ça devrait, là ici nous sommes sur le serveur, ça devrait emmener Bob ici dans son dossier perso. Alors ce que je vais faire volontairement, je vais créer un petit courrier d'accueil, je vais appeler bonjour. Voilà. Si Bob voit ça dans son dossier perso qui s'appellera H, ça veut bien dire qu'il a réalisé la connexion au serveur. Donc on se connecte sur le compte Bob, on ouvre la session, c'est plus rapide que tout à l'heure, et on va voir s'il y a deux lecteurs réseau maintenant, Z qui pointe sur commun et H qui pointe sur le dossier Bob. Et comme on peut constater, commun Bob. Dans Bob, on doit trouver bonjour. Voilà, c'est le cas. Et Bob peut bien évidemment travailler avec ce document puisqu'il lui est réservé. Donc ça fonctionne parfaitement. Petit résumé de la situation. Sur le serveur ici, on a un script qui s'appelle Bob, qui est appelé par la directive call %username %.bat, qui revient ici lorsque Bob se connecte à faire un call bob.bat. Si bob.bat, et c'est ce fichier que je suis en train de vous montrer, existe, alors il se déroule. S'il n'existe pas, il ne se déroule pas. On va faire l'essai avec Alice. Il n'y a pas encore de fichier alice.bat. Vous allez voir que ça pose pas de problème. Il ne va rien se passer pour Alice. Donc Alice va se connecter. Alors là encore, hein, ça va prendre du temps puisque Alice s'est jamais connectée. Alors Alice et son mot de passe. Un petit peu de temps.
Voilà, donc c'est fait. On peut voir que Alice devrait avoir le répertoire Z, enfin le lecteur logique Z, mais pas de H. Z, qui est ici, et pas de H, puisqu'elle n'a pas de script dédié à son nom. Alors on va faire une petite blague à Alice. Regardez comment on va faire. Petite blague à Alice. On va créer un script au nom d'Alice. Alors, on peut faire ça. On peut user des différentes astuces. Et on l'appelle Alice. Voilà. Et ce fichier-là, je vais le modifier. Et je vais faire une petite blague à Alice. Je ne vais pas lui affecter de lecteur réseau. Mais je vais lui lancer la calculatrice. J'ai mis la valeur calc.exe, en fait ça va appeler sa calculatrice normalement. Donc voyons si ça marche. Donc il faut qu'elle se déconnecte, puisque le script n'est lu qu'au démarrage de la session, c'est un script d'ouverture de session. Alice se connecte. Voilà, et sa calculatrice est lancée automatiquement dans le script. Du coup, si elle n'a pas accès au script en écriture, elle ne peut pas enlever ça, elle est obligée d'utiliser la calculatrice. Bon, alors ça c'est à titre ludique que j'ai fait ça, c'est pour montrer, mais ça n'a pas de sens particulier, mais ça peut être parfaitement utile de faire ça. Alors dans le script d'Alice, on va garder la calculatrice, parce que c'est amusant, et on va faire autre chose. On va essayer une commande. Alors je vais d'abord vous montrer cette commande sur le serveur lui-même. Quand on regarde l'heure du serveur, on peut voir qu'on peut la changer. Et je ne vais pas le faire. Si je regarde l'heure au niveau graphique ici, là, on voit aussi que je peux le changer. Mais je ne vais pas le faire ici. Je ne vais pas le faire pourquoi ? Parce qu'un serveur qui est contrôleur de domaine doit garder une synchronisation horaire de moins de 5 minutes de décalage avec ses postes clients et ses stations. Si il y a un décalage de plus de 5 minutes, les stations de travail ne peuvent plus ouvrir de session. Le service qui permet d'ouvrir la session, enfin qui autorise l'ouverture de session, qui s'appelle Kerberos, n'autorise pas un décalage horaire trop important. Raison de sécurité. Donc, la leçon de tout ça, c'est qu'il est très important que les stations de travail soient synchronisées avec le serveur, et on n'est pas à l'abri d'une dérive, c'est-à-dire qu'une station de travail se désynchronise. Donc, comment on peut garantir une synchronisation permanente ? Eh bien, la solution, c'est de mettre à l'heure à chaque fois qu'on allume l'ordinateur client, de mettre à l'heure par rapport à celle du serveur. Donc, pour ça, il y a une commande, nettime. Net c'est réseau, time c'est l'heure. Alors time tout seul, avant de commencer, time tout seul, ça donne l'heure, seulement l'heure. Net time, si je le mets tout seul, il ne se passe rien parce qu'il cherche une heure sur le réseau et je ne lui ai pas indiqué où chercher. Donc il ne trouve pas. Donc il va mettre une erreur au bout d'un moment, donc je vais l'arrêter. Si par contre je tape nettime /domaine, alors là, il me donne l'heure du domaine et donc du serveur qui possède l'heure. Et alors le serveur qui possède l'heure, c'est facile à déterminer, c'est le seul serveur qui est autorisé à gérer les services réseau du domaine, c'est le contrôleur de domaine, et en l'occurrence, c'est cette machine. Donc vous voyez, il donne précisément l'heure et la date, et si je fais ça, si j'ajoute l'option 7, il positionne l'heure, il suffit de répondre oui et il se synchronise. Et si je mets yes, il positionne l'heure, il se synchronise et il ne me demande même pas oui ou non, il acceptera le oui implicite en anglais qui est représenté par yes. Donc vous pouvez le voir. Donc maintenant qu'on a déchiffré cette commande, et bien c'est cette commande là qu'on va mettre dans notre script d'Alice. Nettime /domain /set/yes.
d'accord? Et on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on enregistre. Vous rappelez qu'il y a la calculatrice qui doit s'afficher. Ensuite, il doit y avoir l'heure. Mais on ne verra pas de changement d'heure si la machine cliente n'est pas désynchronisée horaire, mais ça va quand même nous permettre de faire le test. Donc, on va quitter ça. Alors, je peux tenter de changer l'heure ou la date, hein. Mais normalement, elle va se remettre toute seule. On va tenter quand même, on va mettre 21h. Voilà, donc 21h38 ici. Je pense qu'elle va se remettre toute seule, j'aurai pas le temps de m'en rendre compte. Donc, Alice se déconnecte, Alice se reconnecte. Et regardez bien ce qui se passe. Donc la calculatrice est ouverte et on peut voir ici qu'il y a alors pas de synchro horaire et surtout il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte alors que normalement cette fenêtre ne devrait pas être ouverte. Avant de vous dévoiler ce qu'elle nous affiche, on va retourner sur le serveur et on va regarder pour s'apercevoir que lui-même s'est remis à l'heure, ce qui est normal, ce qui est logique. Alors regardez, la petite fenêtre maintenant qui s'est ouverte sur le poste client, elle nous indique une erreur. L'erreur système 85 s'est produite, nom de périphérique local déjà utilisé. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis le système est bloqué, comme vous pouvez voir. Du coup, s'il y avait eu une autre instruction dans ce script, il serait bloqué. Vous voyez, donc là, vraiment bloqué. Machine n'est pas bloquée, hein, je peux travailler, mais un processus qui est bloqué ici. Donc je suis obligé de fermer brutalement. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Je vais ouvrir CMD et je vais tenter de refaire l'instruction comme ça. Et là, il me donne bien l'heure en cours sur le serveur. L'erreur système 1314 s'est produite, le client ne dispose pas d'un privilège nécessaire. Ça veut dire que l'utilisateur actuel ne dispose pas de suffisamment de pouvoir pour changer l'heure, tout simplement. Et en fait, si je cherche à le faire à la souris ici, modifier l'heure, donc on vient ici, et là, le système me renvoie vers le domaine, là où j'ai la possibilité, si je tape administrateur et le mot de passe ici, de changer l'heure, mais si je ne le fais pas, Alice, qui est connectée, ne peut pas elle-même changer l'heure. Il y a un refus. Vous voyez, impossible d'aller plus loin. Et en fait, c'est le blocage de cette fenêtre qui a fait que cette fenêtre-là s'est bloquée elle-même tout à l'heure. Alors, tout ça pour dire que ce simple changement d'heure, qui est donc utile et sans doute même recommandé, voire nécessaire, je ne peux pas le faire dans un script. Ou alors il faudrait qu'Alice soit administrateur de son poste. Alors c'est possible, mais c'est absurde. Parce que si on fait en sorte qu'Alice soit administrateur de son poste, après elle peut tout faire sur son poste, y compris des choses pas forcément souhaitables. Donc on va utiliser une commande qui va nous permettre en fait d'exécuter une action en tant qu'un autre utilisateur. Et la commande c'est run as, qui veut dire exécuter en tant que. Run as, exécuter en tant que. On va mettre cette commande dans le script de Alice. Mais avant de le faire, on va le faire une première fois ici. Vous allez voir pourquoi. Run as user.administrateur du domaine netsystem.local. Et l'instruction que je veux mettre, c'est nettime/domain/set/yes. Il faut mettre l'instruction entre guillemets. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre pour qu'on ait plus de facilité et je vais élargir la
Voilà l'instruction, on la voit mieux comme ça. Si je fais ça, il me demande le mot de passe de l'administrateur, ce qui est bien le normal, et il se met à l'heure. Maintenant je vais le refaire, et il me redemande le mot de passe, et il se met à l'heure. Alors déjà, premier constat, il se met à l'heure. Deuxième constat, il me demande le mot de passe. Et dans un script, je ne peux pas m'arrêter pour interrompre le script, faire en sorte que l'utilisateur aille taper le mot de passe. De plus, je serais obligé de lui communiquer, ce qui serait vraiment pas une bonne idée. Donc l'astuce, c'est de rajouter une option qui fera en sorte que les informations de connexion, les crédentiels en anglais, les credentials, soient mémorisés. Donc les crédentiels ici vont être sauvés. Donc la première fois que je vais le faire, il va me demander le mot de passe. Et maintenant, regardez, je vais le refaire. Il ne me demande plus le mot de passe. Je peux le refaire autant de fois que je veux. Il ne me demande plus le mot de passe. Alors, maintenant qu'on a ça, on va inscrire ça dans le script du serveur. Alors maintenant qu'on a ça, on va inscrire ça dans le script du serveur. En ajoutant tout ce qu'on vient de découvrir. Alors, je me suis trompé, c'est pas la bonne option. Donc c'est run as. /user administrateur. Attention, il faut préciser de quel administrateur il s'agit. Donc celui du domaine. On a intérêt, avant, à ne pas oublier de lui demander d'aller chercher les crédentiels qui ont été sauvegardés. Et on met notre instruction entre guillemets. Donc voilà ici, exécuter avec l'option SaveCred en tant qu'utilisateur administrateur du domaine netsystem.local, l'instruction nettime /domaine/let/yes. Voilà. Donc voilà le script. On va retirer la calculatrice qui nous amuse plus maintenant. Et on va voir si ça fonctionne. Alors en fait, pour voir si ça fonctionne, ici on verra rien. Puisque ça va être tellement rapide que on verra rien. Du coup, je vais faire exprès de mettre une pause avant. Et je vais même mettre une pause après. Comme ça, la fenêtre va se bloquer. Et je serai obligé d'interrompre la pause en appuyant sur une touche. Ensuite, quand j'aurai constaté que ça marche, j'enlèverai mes deux instructions de pause et vous verrez que ça ne se verra plus du tout. On aura l'impression que le script n'existe pas tellement il ira vite. On sauvegarde. Il s'agit donc de alice.bat. On va demander à Alice de se connecter. Et on devrait voir la petite fenêtre noire avec l'astuce des pauses qui va s'afficher. Voilà, donc on va regarder par ici. On a une petite fenêtre noire. Donc, alors, il y a une erreur. Alors, l'erreur, elle correspond à quelque chose qui est antérieur à notre changement d'heure. Là, il a mis à l'heure et il me demande d'appuyer sur une touche pour quitter le script pour continuer. Donc ça fonctionne. Alors néanmoins, on constate qu'il y a une erreur. On va le refaire pour bien la comprendre. On constate que Alice, comme elle s'est connectée plusieurs fois, eh ben, son script génère une erreur.
Alors c'est pas que ce soit très gênant, mais c'est pas beau. Il nous dit nom de périphérique local déjà utilisé. Alors nom de périphérique local déjà utilisé, on va essayer de comprendre pourquoi. Et regardez bien. Retournons. Non, ça n'a rien à voir. Retournons sur le serveur. Voilà. Voilà le script d'Alice. Celui-ci fonctionne, on vient de le voir. Les deux pauses, on va donc maintenant les retirer. On enregistre. Mais avant le script d'Alice, il y a le script de Logon qui appelle celui d'Alice. Grâce à ça. Mais c'est donc dans ce script qu'on a quelque chose qui se produit qui génère l'erreur. Alors on est d'accord que ça peut pas être ça, ça n'a rien à voir avec des problématiques réseau, c'est donc forcément cette ligne-là. Pourquoi cette ligne-là génère-t-elle une erreur sur le poste d'Alice alors qu'on l'a testé au début et elle marchait très bien? Pourquoi d'un coup elle se mettrait à plus fonctionner? Et en fait c'est tout simple. Si on revient sur le poste d'Alice et qu'on regarde les lecteurs, on va s'apercevoir que le lecteur Z est toujours connecté. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on ferme la session, on ne supprime pas les lecteurs qui ont été créés précédemment. Du coup, quand on réouvre la session et qu'il y a déjà un lecteur, si le script tente de le refaire, il met une erreur. Et voilà l'erreur qu'on trouve. Alors, on va pouvoir la vérifier, ce que je viens de dire. Nous savons... Il suffit de taper netuse pour le vérifier, juste netuse sans argument. Nous savons qu'on a un lecteur Z qui est affecté à ce chemin réseau. Donc si je refais un Z2 point et que j'essaye de l'affecter à un partage, alors là je le fais comme ça en ligne de commande, mais si je le fais dans le script ça revient au même. Voilà, donc là j'ai tout simplement tapé en ligne de commande ce qu'il y a dans le script. Le système me donne exactement l'erreur qu'on trouvait tout à l'heure. Parce que la lettre Z est déjà utilisée, on ne peut pas la réutiliser, même si c'est pour la même chose. Donc ça crée cette vilaine erreur, qui n'a pas de conséquence, puisqu'elle ne détruit pas le lecteur Z, il est déjà là. Mais c'est moche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà l'astuce. Si vous voulez supprimer un lecteur, vous l'appelez, et vous faites ça. Et vous faites ça. Pour pas qu'on vous pose la question, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lecteur Z, vous mettez yes. Et là, Z a été supprimé. Il n'est plus là. Si on fait netuse, pour vérifier, on constate qu'il n'y a plus aucun lecteur. Du coup, si on met notre script ou qu'on fait cette commande, il n'y aura pas l'erreur 85. Par contre, si on la refait, elle y sera. Donc, il faut donc utiliser cette petite astuce ici, qui va effacer le lecteur. Mais on va l'extrapoler, cette astuce, parce que dans les différents scénarios, là ici j'ai utilisé Z, mais on ne peut jamais savoir à l'avance quels sont les lecteurs qui sont utilisés. Donc pour détruire tous les lecteurs, on va mettre le caractère générique étoile, qui veut dire tout. Tous les lecteurs. Tous les lecteurs vont être détruits avec cette commande. Il n'y a plus aucun lecteur. Voilà l'astuce. On va donc modifier le script d'Alice et on va le faire ici. Netuse étoile slash netuse étoile slash delete slash yes. Alors pas d'espace comme ça. Voilà la bonne syntaxe. Efface tous les lecteurs réseau. Ensuite affecte le lecteur réseau Z2 point et ensuite appelle le script spécifique. Si on met ça pour tout le monde, on a quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus réactif, beaucoup plus sain. On va enregistrer et on va faire un dernier test depuis le poste d'Alice. On va fermer la session.
Là, on va se loguer. On a enlevé les pauses, rappelez-vous, donc on ne devrait plus voir le script se dérouler, et au final on devrait avoir la lettre Z qui s'ouvre sans message d'erreur. Et la mise à jour de l'heure, bon, qui ne sera pas forcément visible puisque c'est tellement rapide qu'on ne voit pas grand chose. Donc aucune erreur, pas eu l'impression qu'une fenêtre s'est ouverte ici, rien eu d'autre comme alerte. Et si on regarde les lecteurs, on a bien notre lecteur Z. Alors du coup, comme on vient de le faire, on va être tenté de le refaire une deuxième fois pour vérifier que ça marche toujours aussi bien et que c'est aussi rapide. Pas d'alerte ici, rien de bizarre, tout est ok, la lettre Z est là. Maintenant on va donc se connecter en Bob, puisque lui Bob il avait deux lecteurs réseau, et c'est pareil Bob, si on avait reconduit plusieurs fois la connexion des connexions, il y aurait eu le message d'erreur. Donc on va vérifier que Bob peut se connecter sans problème. Alors, sans problème à condition de mettre le bon mot de passe. Donc pas d'erreur, pas de petite fenêtre noire. Pourtant, normalement, il doit avoir ces deux lecteurs réseau. H2 point, Z2 point. H2 point, Z2 point. Alors voilà, donc à ce stade des opérations, on a mis en évidence qu'un simple script était composé au départ, et dans ce script, on a utilisé une petite astuce qui permet d'appeler d'autres scripts, donc l'astuce c'est celle-ci. Et du coup, tout ce qui est commun à tous les utilisateurs, on pourrait le mettre ici. Et quand on veut spécifier ensuite des spécificités, c'est-à-dire des réglages particuliers pour telle ou telle personne, on créerait des scripts du nom de la personne en question et on mettrait les instructions qui le concernent lui et lui seul. Et grâce à cette astuce, on n'est pas obligé de retoucher ce script commun et de jongler avec des conditions d'exécution. Si le username égale Bob, alors affecte la lettre Z. Si le username est Alice, alors affecte la lettre Z et la lettre H, par exemple. Et ben, ça, on n'est pas obligé de le faire là. On peut le faire beaucoup plus simplement en faisant un script global comme ici et cette astuce qui appelle le script en fonction de son nom d'utilisateur. Voilà, maintenant, si demain, plus tard, dans les opérations, on décidait de rajouter un utilisateur, et que cet utilisateur devrait avoir une lettre particulière à son nom, il suffirait de lui créer un script à son nom. On va prendre cet exemple, on va créer un utilisateur, on va tout simplement, pour créer un utilisateur, copier un utilisateur existant. On va créer un nouvel utilisateur qu'on peut appeler Sophie. On lui met son mot de passe. On ne fait rien d'autre ici. On va au niveau du dossier netlogon créer un fichier Sophie. Dans ce fichier Sophie, on met les instructions qu'on souhaite. Alors par exemple, moi pour Sophie, je vais lui mettre tiens, à nouveau la calculatrice, qui est sympa pour voir si ça marche. Puis ensuite, on va lui mettre un lecteur réseau au nom de S comme Sophie, qui va pointer sur SRV-2008 dans le dossier données, dans le dossier commun, et on va voir si ça marche. On va enregistrer, on va demander à l'utilisateur Sophie de se connecter. Donc Sophie
On va se connecter pour la première fois dans cette entreprise. On devrait voir la calculatrice arriver. Et quand on contrôlera les lecteurs réseau, on devrait voir un lecteur S. Calculatrice. Alors là, on s'aperçoit que le script est toujours lancé. Il y a peut-être une erreur. Ou pas. Alors, il n'y a pas d'erreur en fait. Si le script est toujours actif, c'est dû à la calculatrice en fait, qui, comme elle est lancée par le script, tant qu'elle n'est pas fermée, le script est bloqué. Enfin, il est bloqué, en tout cas, il est resté ouvert. C'est pas gênant, c'est juste particulier. Le répertoire commun est-il bien affecté à la lettre S? Alors non, ça n'a pas marché à cause de la calculatrice qui ne déroule pas la suite du script. Alors regardez, on va fermer la calculatrice, le script se termine et le répertoire S est arrivé. Vous voyez, donc le cheminement, ça, c'est d'abord la calculatrice en premier que j'avais mis. Donc tant que l'instruction calculatrice n'était pas terminée, c'est-à-dire qu'en clair on n'est pas fini de l'utiliser, donc on n'a pas fermé la calculatrice, le script était bloqué, c'est pourquoi il y avait cette petite fenêtre, et du coup le lecteur S n'était pas affecté puisqu'il est situé après l'ouverture de la calculatrice dans mon script. Voilà, bon alors j'espère qu'avec toutes ces petites explications, démonstrations, en prenant pour vous le temps de refaire tout ça, de l'analyser, de faire des pauses sur cette vidéo pour faire vos propres expériences, et bien que ça va vous aider à appréhender cette technique de script et d'affectation utilisateur. C'est simplement les bases très simples que j'ai voulu vous montrer ici, mais qui sont absolument nécessaires parce que pour effectuer un bon démarrage de la gestion des scripts, il faut connaître et utiliser ce procédé. Après, je ne me suis pas attardé sur les instructions qu'on pourrait mettre dans le script, ça regarde chacun d'entre nous. Il suffit que ces instructions soient cohérentes, et à ce moment-là, on peut mettre ce que l'on veut. Mais il ne faut pas oublier ce que j'ai montré donc au niveau des droits utilisateurs. Si on doit utiliser une commande qui implique des droits qui ne sont pas suffisants, et on est obligé d'utiliser dans notre script l'astuce de la commande run as. Et grâce à cette astuce, on va pouvoir donc exécuter une ou plusieurs instructions au nom d'une autre personne ayant plus de pouvoir que nous. Et c'est souvent ce qui va nous sauver dans beaucoup de situations. Après, il existe d'autres façons de faire, mais pas liées au script d'ouverture de session, en tout cas pas de cette manière-là. Donc je me suis limité à vous montrer ça de cette manière-là. C'est pas la manière que je préfère le faire avec des instructions de type PowerShell, qui donnent beaucoup plus de pouvoir et de puissance pour faire ce genre de choses de manière beaucoup plus discrète, furtive et donc sécurisée. Mais c'est simple, rapide et suffisamment efficace pour couvrir la plupart des besoins. Voilà, donc maintenant faites vos propres tests, expérimentation, prenez le temps de tout analyser avant de passer à la suite.